Concernant le rejet de la présence militaire française, Emmanuel Macron pointe la responsabilité de leaders d'opinion très suivis en ligne. Le dialogue avec l'Afrique. Quand vous venez d'attendre la première partie de la gratitude qu'il reproche aux Africains, comment peut-il encore s'étonner que cela heurte? Et comme aujourd'hui on est à l'ère du numérique et que toutes les opinions maintenant ne sont plus dans les mains de quelques officiels que eux ils choisissaient avant, et qu'il peut y avoir des leaders d'opinion comme Kémy Séba, comme d'autres, il peut aussi avoir des gens comme moi qui sont libres de donner leur vision de tout cela. Il s'étonne que à partir du moment où il y a une certaine liberté, où les gens peuvent exprimer leurs opinions, que ce que la France fait choque. Et ici, je tiens à m'adresser à la population, ou en tout cas à une partie de la population blanche qui regarderait cette chaîne. Voilà pourquoi on rejette la France. On ne rejette pas la France à cause des Français. Bien évidemment, il y a des problèmes en France avec l'immigration massive. Et moi, je ne vais pas reprocher ou la réaction, cette certaine xénophobie. Bien évidemment, il y a du racisme. Je classe le racisme à un degré au-dessus de la xénophobie. Ce n'est pas seulement la peur de l'étranger. La plupart des gens de France, des anciens Français, ceux qui ont l'esprit colonial, méprisent les Noirs. Et là, c'est plus que la xénophobie, c'est du racisme. Mais je ne m'étonne pas que face à cette crise migratoire déclenchée par Nicolas Sarkozy, il y ait une certaine xénophobie en France et dans d'autres pays d'Europe envers les étrangers qui arrivent. Parce que moi, je pensais qu'il n'y a que les Noirs qui subissent la xénophobie en Europe, mais non. Les Allemands non plus ne sont pas d'accord avec tous les immigrés du Moyen-Orient qui ont été accueillis en Allemagne. Parce que pendant ce mois de décembre, j'étais en Allemagne et j'ai écouté les opinions des Allemands là-bas. Ils ont peur des étrangers qui viennent du Moyen-Orient et qui intègrent l'Allemagne ou qui rentrent en Allemagne. Et donc ça, je peux comprendre une certaine forme de xénophobie. Et ça existe même en Afrique. En Afrique, il y a de la xénophobie dans plein de pays d'Afrique envers d'autres Africains, des Noirs à envers d'autres Noirs. On ne va pas faire semblant ici sur cette chaîne. Mais les Français doivent comprendre qu'on ne déteste pas les Français, mais on déteste l'élite des dirigeants français. Parce que vous voyez avec quel mépris ces gens-là voient les Noirs, voient les Africains. Et il y a une partie de la population française qui continue à avoir de telles idées, de tels propos envers les Africains, qui croient que les Africains sont leurs obligés, qui oublient le mal qu'eux-mêmes ils ont fait et aujourd'hui réclament de la gratitude aux Africains. N'oubliez pas le discours de cette même personne quand il était à Mayotte, où il a dit aux Mahorais qu'ils devraient être contents d'être en France, parce qu'ils ne considèrent pas les Mahorais comme des Français. Parce que ça, quand c'était à Paris, il n'aurait pas dit aux Parisiens « Soyez contents d'être Français » puisqu'ils considèrent que Paris c'est la France. Mais ça veut bien dire que dans leur subconscient, aux gens qui sont comme Macron, aux gens qui soutiennent Macron, Mayotte appartient à la France et les Mahorais sont quelque chose dont on s'accommode. Puisqu'il leur dit « Si vous n'auriez pas été Français, vous auriez été bien dans la merde. » Ça montre pourquoi cette élite est détestée et pourquoi la France est rejetée en Afrique. La première cause du rejet de la France en Afrique, ce n'est ni les Russes, ni les Blancs, c'est d'abord le comportement de l'élite française. Et ce ne sont pas tous les Français qui sont comme ça, on en a conscience. Ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, vous avez entendu, il désigne des soutiens de revers. Il parle probablement des Russes, et moi je suis certain qu'il parle des Russes, en disant que ce sont des impérialistes d'aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant le discours de ce même Macron, il y a juste quelques années, je crois 1 an ou 2 ans, quand le président du Niger a été déchu. Il a tenu ce discours sans savoir que quelques semaines ou quelques temps plus tard, il se passera exactement la même chose presque au Gabon, et on ne le verra pas venir parler comme ça
de ce qui s'est passé au Gabon. Non pas que je sois contre ce qui s'est passé au Gabon, je pense qu'il était temps qu'il y ait une alternance, mais pour que vous voyez l'hypocrisie et l'ingratitude de ce genre de personnages et des gens qui sont comme lui en France. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On aurait dit... Il dit, on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Roumanie ou en Bulgarie? Quand il dit ça, il n'a pas conscience de ce qui arrive au Gabon juste quelques temps après. C'était pas très loin de ce qu'il est en train de dénoncer, mais on ne l'a pas vu venir faire ça. On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. N'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes 1 an après les faits et personne n'a vu un mal être fait à Bazoum, l'ex-président. Parce qu'ici, quand il dit au péril de sa vie. Mais il y a des gens qui ont été moins bien traités que ce que Bazoum a été. La majorité de sa détention s'est faite au palais présidentiel dans les conditions dans lesquelles il vivait. Après, nous ne savons pas tout à fait les détails, mais il était resté dans l'aile où il avait ses appartements dans son palais. Il y a plus dangereux comme condition de détention. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Dans quelle capitale on pourra dire qu'on a un soutien avec un président qui, quand il subit cela, nous ne réagissons pas? Le président gabonais qui était un partenaire de la France, enfin dont le pays était un partenaire de la France et dont la femme était française, est tombé et on n'a pas vu la France dire un seul mot à cela. Et on venait de le déclarer gagnant des élections. Repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement... Vous avez vu, ici, violation du droit international, de la Convention de Genève, du droit des relations internationaux. Le pays a des nouvelles autorités, et lui, il dit ici que ces autorités-là ne sont pas compétents pour dire à son ambassadeur de rentrer chez eux. On sait ce qu'il en est advenu. Mais souvenez-vous de cela. Parce que je vous montre cela parce que dans le discours qu'il a fait il y a quelques jours, il qualifie la Russie des nouveaux impérialistes. Or, il oublie que lui, il vient des impérialistes. Ils ont été, sont et seront probablement, jusqu'à ce que les choses changent dans leur tête, toujours des impérialistes. Parce que le discours qu'il a tenu hier, c'est un discours impérialiste. Ou avant-hier. L'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité.
Si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Voilà ce qu'ils m'ont en avant. La peur que les putschistes étaient venus là pour des intérêts personnels et qu'ils allaient oublier de faire le bien pour la population. Et que cela allait leur coûter parce que sur le plan international, ils allaient perdre tous les aides auxquelles ils avaient accès. Ce par quoi ils tenaient la plupart des élites africaines parce qu'on sait que cette aide n'est quasiment jamais arrivée aux populations africaines. Elle disparaît aussitôt qu'elle rentre dans le pays, à peu près. Et donc, ils savent bien que quand ils versaient ces différentes aides ou quand ils les versent, que ça n'ira probablement jamais à la population. Et que c'est un moyen détourné de donner de l'argent à leurs pantins. Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et souvenez-vous bien de ce discours quand on va parler du cas de la Syrie. Souvenez-vous bien de son discours ici. Ici, ceux qui ont pris le pouvoir sont traités de putschistes à qui on ne va rien reconnaître, mais regardez leur situation ou regardez leur réaction aujourd'hui face à ce qui se passe en Syrie. Où là, nous avons la certitude que ceux qui ont pris le pouvoir étaient eux-mêmes condamnés d'avance par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, les Occidentaux les ont absous de tout ce qu'ils leur reprochaient avant. Au moins, dans le cas du Niger dont il est en train de parler ici, ces gens-là n'étaient pas condamnés d'avance par les Occidentaux avant qu'ils ne fassent le putsch. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon on n'est plus nulle part. Voilà, maintenant revenons à la fin de son discours sur le Sahel. Que cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Ne rien céder donc et se tourner vers les pays anglophones, plus porteurs selon le chef de l'État. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ce n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Et voilà ici pourquoi il est content de cette nouvelle relation qui se noue avec le Nigeria. Mais nous savons ici que le Nigeria a un passé colonial anglophone et que le Nigeria, contrairement au pays dans lequel la France est en train de perdre son influence, a une économie beaucoup plus développée justement parce qu'ils ont refusé de vivre dans les conditions dans lesquelles la France avait plongé les pays qui étaient sous sa direction ou sous sa coopération. Vous n'avez aucun pays colonisé par la France, géré par la France-Afrique, qui a atteint le niveau du développement économique des pays qui n'étaient pas gérés par la France et des pays qui étaient anglophones. Et comme par hasard, c'est ces pays-là aujourd'hui qui sont en avance qu'il met en avant. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que là-bas, ils ne seront pas accueillis comme des sauveurs ou comme de je ne sais pas quoi. Ils vont être traités à la même enseigne que tout le monde et voire pire. Parce que toute l'Afrique est au courant que là où est passée la France, rien ne s'est jamais développé. Ils n'ont jamais voulu que ces pays-là se développent. Parce que si ces pays-là se développaient, ça aurait fini comme au Nigeria, où l'économie serait détenue par des acteurs locaux, et donc la France aurait eu moins d'influence. Aujourd'hui, il fait semblant de ne pas savoir cela. Il met tout ça sur la faute des Africains. Mais nous savons à quel point la France a déstabilisé l'Afrique à chaque fois que ses intérêts, ou surtout les Africains, dans les endroits où la France avait son mot à dire, ont été déstabilisés, les leaders ont été exécutés pour que la France continue à maintenir son influence et à prospérer aux dépens des locaux. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez,
Vous avez bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants, d'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique. Surtout ça, d'avoir consolidé coopération d'investissement énergétique avec l'Afrique du Sud. La France avait des coopérations. La France avait de l'influence. La France bénéficiait des minerais du Mali et du Burkina Faso et du Niger, ce qui lui permettait de pouvoir faire produire de l'or, de l'uranium. Cette zone-là du Sahel aurait pu bénéficier, parce que jusqu'il y a encore quelques années, la France était le leader mondial du nucléaire. Donc, cette zone-là du monde aurait pu être beaucoup plus développée si les Français qui s'accaparaient tous les marchés auraient donné ne serait-ce qu'un réacteur nucléaire à cette zone-là du Sahel. Un seul réacteur nucléaire à cette zone-là du Sahel aurait changé la donne et aurait peut-être fait de cette zone-là la zone la plus influente de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils se vantent d'aller signer une coopération énergétique avec l'Afrique du Sud. Alors que pour donner un réacteur nucléaire au Burkina Faso ou au Niger ou au Mali, à l'époque, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Elle disposait de tout, la France, du savoir-faire et de matières premières. Elle ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, il veut nous présenter que, soi-disant, sa coopération avec l'Afrique du Sud, où elle ne sera pas aussi bénéficiaire que dans ses anciennes coopérations avec le Sahel, est aujourd'hui l'espoir de la France. Nous allons bien voir. Ne sont plus les bonnes. Après les annonces récentes de retrait du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, la présence militaire française permanente en Afrique se résumera bientôt à 2 bases, au Gabon et à Djibouti. Celle-là, c'est ce qu'on va commenter dans la prochaine vidéo. C'était tout pour cette première vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.